Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Kotlin. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre découverte de la librairie Coroutine. Avant d'aller plus loin, on va commencer par un problème concret. Alors, je vais faire, donc j'ai déjà ma fonction main qui est, où j'ai rajouté égal run blocking pour transformer le thread main en coroutine main. Donc là, je vais pouvoir utiliser delay et donc là, je vais utiliser le système de coroutine plutôt que le système de thread. Donc là-dedans, on va se faire une petite variable time qui va être égale à measureTime millis. Alors je sais plus si je l'ai utilisé la dernière fois. measureTime millis, lui, il permet de voilà. Donc là, je vais mettre un bloc de code là-dedans. Et donc, il va exécuter le code qui sera là-dedans. Et à la fin de l'exécution, il renverra dans time tout simplement le temps qu'a mis ce bloc à s'exécuter. Donc, ça nous permet de savoir combien de temps aura mis un bloc à s'exécuter. Et donc après, je n'aurai plus qu'à faire ici un printline de time. Voilà. Et là, il m'affichera le temps. Alors allons-y. On va faire ça de manière très simple. On va faire comme dans l'exemple de la dernière fois, sauf que ce coup-ci, on va se faire une petite fonction à l'extérieur pour gérer ça. Donc on va faire, je vais appeler ça return delay. On avait la dernière fois, je crois, say delay, où en fait un message s'affichait au bout d'un temps donné. Ici, par contre, ce qu'on va faire, on va retourner. On va avoir une valeur de retour. Donc ici, on ne va pas afficher directement, on va juste renvoyer le message. Donc ici, on va faire string. Alors en paramètre, on va avoir le delay qui sera un long et on aura le texte qui sera de type string. Voilà. Donc maintenant, on va faire un delay. Voilà. Non. Voilà, un delay de delay. Bah oui, puisqu'on l'a appelé comme ça, là, notre variable. Oui, ça va prêter à confusion. Je vais appeler ça time. Delay de time. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Alors en fait, je vais remplacer ça par l'astérisque. Voilà, ce qui fait que tout sera importé. Et donc, qu'est-ce qu'elle a encore cette fonction? Remove explicitly, return type. Oui, non, mais j'ai encore pas fini. Voilà. Et donc, on va faire un return, tout simplement, de texte. Voilà. Notre fonction, on lui passera un temps et un message. Et au bout d'un temps donné, ce texte sera renvoyé en valeur de retour. Donc ici, ce qu'on va faire, je peux utiliser des vals d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Val job 1 qui sera égal à return delay, décidément, de 1000 hello. Et on va faire un val job 2 qui sera égal à return delay d'une seconde aussi, et celui-ci va mettre world. Rien de bien compliqué. Donc allons-y. Voyons le résultat. Oui, ça mouline. Voilà, bon, j'ai tous mes warnings, ça c'est pas le problème. Ok. Donc il a mis 2 secondes, il a mis 2048 millisecondes. Donc pourquoi? Parce que ici, tout simplement, on n'a pas utilisé de launch, on n'a rien utilisé. On a juste
envoyer nos fonctions l'une derrière l'autre. Donc ici, il va attendre une seconde, il va afficher hello, puis il va afficher rien du tout puisque j'ai pas demandé l'affichage. Mais bref, pour faire ça, il a mis 2048 millisecondes, c'est-à-dire qu'il a fait le premier job, puis après, il a fait le deuxième job. Alors, c'est vrai que, à la limite, j'aurais dû, voilà, faire un print line de job 1. Et puis maintenant, je vais faire un print line de job 2. C'est vrai que ça n'a, voilà, ça n'a aucun intérêt si je n'exploite pas les retours. Donc voilà, je relance. Et maintenant que m'arrive-t-il? Voilà, hello, world et 2030. Donc j'ai à peu près la même chose. Donc il m'a affiché hello. Il a attendu une seconde, il a affiché hello, et il a attendu une seconde encore, et il a affiché world. Donc ce qui a pris 2 secondes au total. Normal, une seconde plus une seconde. Là, on reste sur du synchrone, on reste sur de l'impératif. Donc il n'y a pas de souci. Première ligne, deuxième ligne, on exécute ligne par ligne. On n'a pas utilisé de launch, on est dans la même routine ici. Donc maintenant, si je voulais lancer des coroutines, eh ben ça va s'avérer beaucoup plus compliqué. Donc ici, ce que je vais faire launch déjà. Voilà. Je vais passer tout ceci. Voilà, je vais le mettre ici. Voilà. Donc là, je vais pas m'embêter, hein. Je vais faire ça. Et puis, je vais le copier là-dedans. Et je vais appeler ça job 2. Voilà. Donc je serais tenté dans un premier temps de faire ceci. Allons-y. Voilà. Je me retrouve avec ceci. Ouais, j'ai oublié. Alors, j'ai oublié de faire. Alors déjà, il va falloir que je rajoute job 1 join et le job 2 un join aussi. Voilà. Histoire de bloquer mon programme tant que mes coroutines ne sont pas terminées. Donc allons-y, je relance mon petit bazar. Voilà. Donc au final, il a mis une seconde à s'exécuter. Logique, puisque maintenant on est en parallèle. Donc on a bien cette routine-là et cette routine-là qui tournent en même temps. Donc là, on n'est plus à une seconde plus une seconde, on est à 2 fois une seconde en parallèle. Donc le traitement prendra une seule seconde, puisque les deux sont traités en même temps, ce qui est logique. Par contre, on voit que l'affichage est standalone coroutine, machin. Donc en fait, ce qu'on me met dans l'affichage, c'est job 1, ce n'est plus une valeur de retour qu'on a maintenant. La valeur de retour, elle est perdue là-dedans. Donc ce n'est plus la valeur de retour qu'on a, mais bien le job 1 qui est une coroutine. Il est égal à launch machin, et launch, ça déclare une nouvelle coroutine. Donc en fait, job 1 est une coroutine. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est la valeur de retour. Alors oui, clairement, je pourrais mettre ceci dans mon code. Enfin, dans mes routines. Et là, ça règle le problème. Je fais un print line en fait de ceci et j'aurai la valeur de retour. Mais si vraiment je veux l'exploiter dans la routine principale, eh bien à ce moment-là, attendez, je vais juste déplacer ceci, voilà. Donc si je veux que ça reste dans ma routine principale, hein, on est d'accord que même si c'est dans le bloc measure time, ça reste dans ma routine principale. Et donc, si je veux, dans ma routine principale, exploiter le retour de ces deux jobs, là, eh bien, il va falloir que je passe par des variables intermédiaires. Donc, en fait, je vais être obligé de créer deux variables.
var a, hein, on s'en fout, voilà, string, et on va faire var b, ouais, peu importe comment on le déclare, c'est pas un problème, var b string, voilà. Et maintenant, alors ça d'ailleurs, il faudrait que je le colle, alors, hop, on va refaire ça autrement, voilà, on va le coller comme ça. Voilà, admettons que on attend que les jobs soient finis, et après on imprime le résultat. Ce qui se passerait comme ça dans la vraie vie. On attend que nos jobs soient finis. Mettons qu'il y ait des calculs, des appels à des API, tout ça. Donc on attend que tout ça soit fini, et après on exploite le résultat. On ne va pas l'exploiter avant. Donc voilà, on bloque jusqu'à que, et une fois qu'on a récupéré ces valeurs, on les exploite. Donc ici, ce qu'on ferait, on ferait par exemple, dans job 1, eh bien on ferait A égale return delay, et B égale return delay. Voilà, ici, je vais faire un print line de A et de B. Ouais, il veut que j'initialise. Ok, c'est pas grave, on va faire comme ça. Et on va faire comme ceci. Voilà. Donc on va mettre des chaînes vides. Et une fois que les coroutines auront fait leur travail, eh bien, elles vont mettre le résultat dans ces chaînes de caractères à la place de la chaîne vide. On est parti, voyons ce que ça donne. Alors, pourquoi j'ai deux fois hello? Parce que j'ai deux fois hello, j'ai pas changé, j'ai fait des copier-coller, et je n'ai pas changé. Voilà à quoi ça pourrait ressembler. Donc ici, on va créer nos deux variables. Alors d'ailleurs, on voit au passage que des variables créées dans une coroutine peuvent être accessibles sous réserve du scope, hein, bien sûr, mais elles peuvent être accessibles par des autres coroutines. Ça ne pose pas de problème. Vous voyez, là, on crée deux nouvelles routines en parallèle. Ces variables sont dans la première routine, donc il n'y a pas de souci. Nous, on y a accès sans problème. Vous voyez, on les redéfinit, elles sont définies à 0, elles sont définies en chaîne vide, et elles sont redéfinies avec les coroutines, ça ne pose aucun problème. Vous voyez, déjà, on pourrait communiquer comme ça. On peut aller directement partager des variables avec toutes les routines. Ça ne pose aucun problème. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà à quoi ça ressemblerait. On envoie des travaux différents dans les coroutines, et une fois que c'est fini, eh bien on exploite le résultat, ici en l'affichant. Donc ça c'est bien, mais ça commence à être un peu galère, parce qu'on va être obligé de créer des variables intermédiaires. On ne pourra pas exploiter directement le retour ici, puisque job ici c'est devenu une coroutine, et donc plus la valeur de retour. Donc voilà, c'est un peu... Ça commence à se compliquer, plus les joins, enfin voilà, faut vraiment bien penser son code à l'avance. Donc ce qui serait bien, c'est d'avoir quelque chose qui puisse nous faciliter un petit peu la tâche. Et bien pour ça, il y a async et await. Donc je vais enlever mes joins. Ici, je vais enlever mes variables intermédiaires. Je vais retourner à mon système de base. Voilà, donc là, là on verra ce que j'imprime après. Voilà. Donc là, on est revenu dans notre configuration de base. Donc maintenant, comment je vais pouvoir récupérer ma valeur de retour dans job 1? Eh bien, on va utiliser le mot-clé async. Async, voilà, à la place de launch. Async, voilà. Donc, que va faire async? Async, là, tout de suite, il va faire exactement comme launch.
Alors, je vais mettre le job 1 et le job 2. Voilà, et on va voir ce qu'il en est après. Donc, il va faire exactement comme launch, il va créer une nouvelle goroutine et lancer ceci dans cette routine. Et pareil, donc là, on aura notre routine principale plus 2 routines qui tourneront en parallèle. Donc, si on y imprime ça comme ça, qu'est-ce qui se passe? Voilà. On a ce coup-ci, alors on voit que c'est pas la même coroutine, qui nous met pas la même chose, mais on met c'est une coroutine différée. Et on voit que ça a mis que 26 millisecondes. Donc ça n'a pas eu le temps de travailler, et surtout, ça s'est arrêté en même temps que la routine principale. Il n'y a pas de join, il n'y a rien pour arrêter la coroutine. Enfin, pour bloquer en attendant le résultat. Bon, donc là, on n'a toujours pas notre résultat. Alors, pour ce faire, il va falloir utiliser le mot-clé await. Donc maintenant, si je fais sur job 1, j'ai... alors, il y a onAwait, mais j'ai await. Vous voyez ici, qui est une fonction, une méthode, et qui va renvoyer une string. Alors, en fait, le type de renvoi, il dépendra de ce que vous avez là-dedans. Hein, si ma fonction elle renvoyait un int, ici j'aurais eu int et non plus string. Donc ça c'est pas immuable. Ça dépend. Le type du retour, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une liste, un array. Enfin, ça peut être vraiment n'importe quoi. Simplement. Ce type de retour, vous n'aurez pas forcément string, ça dépendra de la fonction. Ça dépendra en fait de ce que vous avez dans vos routines asynchrones. Donc on va faire await. Ici, comme on utilise la même fonction, on va récupérer aussi une string. Et donc maintenant, si je lance ceci, attention, voilà. Donc on a bien eu un délai. Alors c'est vrai qu'au démarrage du truc, on se rend pas trop compte. Alors je vais rajouter peut-être un printline pour bien faire la différence. Printline départ par exemple. Voilà, pour qu'on voit bien le délai qu'il y a entre les deux. Donc je vais relancer. Voilà, donc départ s'affiche. Et une seconde plus tard, j'ai hello et world qui arrivent en même temps. Et donc ça a bien mis à peine plus d'une seconde. Hein. Donc on va arrondir à une seconde. Ça a bien mis une seconde pour s'afficher. Donc c'est bien ce qu'on voulait. Ces deux-là ont tourné en parallèle. Et on l'a bien vu. Ça s'est affiché. Une seconde plus tard, ces deux-là se sont affichés puisqu'elles ont démarré en même temps. Donc elles ont mis une seconde à partir du départ. Donc comme elles ont démarré en même temps, elles ont terminé en même temps. Donc elles se sont affichées en même temps. Et donc ça a mis bien une seconde. Donc on voit bien qu'elles ont tourné en parallèle. Donc voilà, await en fait, tout simplement, await va attendre que la routine qui a été lancée. Donc en fait, il va faire un petit peu, il va synthétiser un peu tout ça. Il va stocker la valeur de retour, donc on ne sera pas obligé de passer par une variable intermédiaire. Et en même temps, il va faire le join. Il va faire l'arrêt. On va attendre que la routine soit terminée pour continuer le programme. Ça va être bloquant. Si ici je mets aussi un printline, alors je vais faire un printline de fin. Voilà. Voilà. Donc il n'y a pas de souci, ça attend bien que ceci soit fini pour continuer le programme. Donc ça fait comme le join. Donc en fait ça fait tout en même temps.
on va pouvoir récupérer une valeur. Et puis, on va aussi attendre que cette valeur soit récupérable. Donc que la routine ait fini son travail. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi, par exemple, je pourrais faire... donc, je vais faire job de await. Et ici, ce que je vais faire, je vais mettre job 1. Voilà. Job 1, world. Je vous dis des bêtises. On va mettre ça comme ça. C'est job 1.await. Voilà. Allons-y. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, j'ai appelé job 1 depuis job 2. Donc, je peux comme ça enchaîner les méthodes async. Donc là, du coup, j'ai mis 2 secondes. Parce que ici, ce qu'il va faire, il va afficher ce message-là au bout d'une seconde. Donc, la fonction va se lancer, elle va attendre une seconde et elle va appeler ce message-là. Mais ce message-là, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, ce message-là, en fait, dans ce message-là, on va appeler job 1, qui lui aussi est asynchrone, et lui aussi attend une seconde avant d'envoyer hello. Donc ici, on va attendre une seconde. Au bout d'une seconde, on va appeler cette méthode qui va attendre une seconde aussi. Donc une seconde plus une seconde, ça fait 2. Et donc du coup, on se retrouve avec notre chaîne de caractères qu'on a composée ici. Et du coup, on a un travail qui a mis 2 secondes au lieu d'une. Donc même si les routines sont toujours en parallèle, celle-ci va attendre, comme elle attend que celle-ci soit finie, eh bien, elles seront dans des canaux séparés, mais pourtant, celle-ci attendra que la première est finie pour pouvoir se lancer. Donc c'est quelque chose qu'on va utiliser aussi assez souvent dans le cadre d'API. On aura sûrement besoin, donc on aura un programme principal qui va tourner. Et puis dans ce programme principal, donc admettons, je sais pas, un programme. Donc ce programme principal, il pourrait gérer un fenêtrage, il pourrait gérer tout un tas de choses. En attendant, eh bien, on va lancer une tâche qui va faire appel à une API. Et cette API, après, elle va renvoyer un JSON qu'on va traiter. Le problème, c'est tout ça, on va le faire en parallèle, mais on ne pourra pas traiter le JSON tant qu'on ne l'aura pas reçu. Donc, on fera exactement pareil. Ici, notre job 1, il ira appeler l'API. Une fois qu'on aura eu la réponse, donc on la déclarera async. On fera un await, comme ça, dès qu'il y aura la réponse, eh bien, la fonction, notre travail pourra se lancer. Et donc après, dans notre routine principale, eh bien, on appellera le résultat de ce travail. Et on voit à chaque fois qu'on est dans des routines parallèles. Donc voilà, pour ce qui est des routines de base, on va utiliser plutôt launch parce que c'est plus pratique, on pourra le lancer comme ça. Mais du coup, dès l'instant où on veut exploiter des valeurs de retour, eh bien, on va plutôt se pencher sur du async. Alors, un autre avantage, donc je vais revenir ici, voilà, je vais pas faire le wait, je vais revenir à world. Oui, alors il va falloir qu'on le voit bien. Donc ici, je vais faire un print line, et on va mettre voilà, on va mettre comme ça, job 1 lancé. Et ici, je vais faire pareil, print line. Et on va mettre job 2 lancé. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça.
Donc là, j'ai mon même code que tout à l'heure. J'ai mes deux jobs qui vont faire la même chose, hein, avec async, ils vont tourner en parallèle. Et ici, j'ai un job 2 await. Je ne mets pas job 1. Ici, admettons que donc ça, c'est un traitement, et ça, c'en est un autre. Donc on est vraiment deux traitements différents, mais qu'on n'ait pas besoin des deux. Par exemple, ici, ce traitement va faire une addition, et ici, celui-ci va servir à faire une multiplication. Dans une calculatrice, on n'a pas forcément besoin, on a besoin de l'un ou de l'autre, on n'a pas forcément besoin des deux. Mais on peut utiliser les deux. Donc ici, admettons que ce soit un petit peu dans ce genre-là. Et là, pour une raison ou pour une autre, je n'ai besoin que du job 2. Je n'ai pas besoin du job 1. Donc qu'est-ce qui se passe quand je lance mon programme? Voilà. Voilà. Donc j'ai départ. Alors ce coup-ci, je vais l'enlever parce que je trouve que ça fait beaucoup d'informations qui ne servent absolument à rien. Donc allons-y. Voilà. Donc, j'ai lancé mon job 1, j'ai lancé mon job 2, et finalement, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je ne traite, bon ici par un println, mais je ne traite que le 2. Alors, bien sûr, ça met une seconde pour faire les deux puisqu'ils sont en parallèle. Donc ça ne me gêne pas que celui-ci tourne en parallèle. Mais d'un autre côté, ça prend quand même de la ressource processeur, ça prend de la mémoire. Donc, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus efficace pour un job que je ne traite pas. Imaginons que dans mon programme, je sélectionne que ce soit une boucle, hein, puisque là ici c'est un programme qui va se lire d'une traite, mais la plupart des programmes sont en fait des boucles infinies, jusqu'à qu'on vous lancez, je sais pas, votre navigateur, jusqu'à que vous l'arrêtiez, jusqu'à que vous le refermiez, bien il tourne en boucle. Et après vous appelez tel ou tel service de votre navigateur. Donc là c'est pareil, mais imaginons qu'on ne peut pas appeler, on n'appelle pas les deux en même temps. J'ai besoin un coup de l'un, un coup de l'autre. Eh bien ici là, dans cette configuration là, je vais lancer toutes mes tâches en parallèle. Alors s'il y en a une dizaine, je vais les lancer toutes pour en exploiter une. C'est loin d'être d'une grande efficacité. Alors pour ça, Async vient avec une option qui s'appelle Start. Voilà, on va pouvoir lui passer en paramètre. Et on va appeler ça, alors toutes celles-ci, on n'en parlera pas, voilà. On va utiliser coroutine start lazy. Et on va le mettre sur l'autre aussi, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc maintenant sur Async, on va faire start égale coroutine start.lazy. Et si je lance, que se passe-t-il maintenant? Voilà. On voit que job 2 n'a pas été lancé. C'est-à-dire que non seulement maintenant, quand on va faire un await, on va attendre que la tâche soit finie, mais en plus, on va démarrer la tâche. C'est-à-dire que si on n'appelle pas job 1 ou job 2, ils ne démarreront pas. Donc du coup, on va pouvoir démarrer la routine dont on a besoin. On ne sera pas obligé de démarrer toutes les routines en même temps. On pourra démarrer les deux là si on veut. Hein. On peut avoir println job 1 et job 2, c'est pas le souci. Mais si je veux en appeler qu'une des deux, eh bien je peux le faire et ça ne déclenchera pas l'autre, contrairement à l'exemple précédent. Donc ça c'est hyper intéressant justement comme je vous dis, si votre programme principal c'est une boucle qu'on arrêtera de manière explicite avec par exemple CTRL-Q par exemple, un raccourci clavier ou je ne sais quoi. Et donc si on veut faire appel à des services
contenu dans cette boucle, eh bien, je pourrais avoir un système de switch, par exemple, dans cette boucle infinie, et si j'appuie sur telle touche, ça lancera tel job, sur telle touche, tel job, mais ça ne lancera pas automatiquement tout. Ça ne lancera les routines que quand j'en ai besoin, que quand elles sont appelées. Donc du coup, ça, c'est une option qui est hyper pratique. Ça vous permet vraiment de gagner en ressources et d'avoir vraiment quelque chose de plus propre et surtout oui, et puis surtout moins gourmand en ressources. Si vous n'avez pas besoin tout le temps des ressources, des routines en parallèle, et ben ça vous laisse plus de ressources pour faire d'autres choses. Donc voilà, alors maintenant on va parler rapidement. Je sais que rapidement c'est pas mon fort, mais on va parler un petit peu, je pense que Miniature Time n'en aura plus besoin. On va parler un petit peu des contextes. Alors je ne rentrerai pas en profondeur là-dedans. Vous pouvez aller voir la doc qui est sur le GitHub de la librairie. Hein. Vous pouvez aller voir la doc officielle. Il y a plein d'exemples. Mais moi je rentrerai pas trop là-dedans. On va parler en gros des contextes d'utilisation. À propos des exemples qu'il y a sur le GitHub du paquet Kotlinix Coroutine, c'est les exemples que moi j'ai utilisés ici pour vous faire ces vidéos. Alors, c'est pas exactement les mêmes. Moi, je les ai remaniés à ma façon. Hein. Mais on retrouve les mêmes... je n'ai rien inventé. Hein. On retrouve les mêmes concepts. On retrouve tout ça. Voilà. Donc, si des fois mes exemples vous paraissaient pas forcément clairs ou mes explications ne vous paraissaient pas forcément claires, vous pouvez toujours aller faire un tour sur la doc située sur le GitHub du Kotlinix Coroutine. Et donc sur la doc qui est dessus, il y a aussi des exemples. Il y a une grande page avec plein d'exemples comme ça. Et il y a notamment l'explication complète des contextes. Moi ici, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Je vais vous expliquer en gros de quoi il retourne. Et puis quand même montrer un contexte qui sera utile. Alors ici, on va faire comme tout à l'heure. Ah, j'aurais dû garder la même fonction. Oh, tant pis. Non. On va s'en mêler les crayons sinon. Alors, on va faire un print line. Hop. On va appeler ça début. Jusque-là, tout va bien. On va se faire un launch. Avec, comme d'habitude, un délai de 1000. Et un petit print line maintenant. Vous avez l'habitude de hello. Je vais pas m'embêter, je vais faire un copier-coller de ceci. Hop là. Ici, je vais mettre world. Et ici, je vais mettre un print line de fin. Alors je vous vois déjà, vous allez me dire, il n'a pas mis de délai, donc ça va pas fonctionner. Alors, en effet, voilà, début, fin, et puis comme celles-ci sont lancées en parallèle et que ma routine principale s'arrête avant que celle-ci n'est finie, eh bien, on ne voit pas ni hello ni world. Donc il est possible de passer des contextes à ces launch. Alors, ça marche avec launch. Mais on peut aussi, dans Async, définir des contextes d'utilisation. C'est comme launch, ça marchera pareil. Hein. Alors, pour ceci, c'est pour ça que je rentrerai pas trop dans les détails. En fait, les coroutines, depuis le début, on a dit, bah oui, les coroutines, c'est bien mieux que les threads, c'est bien mieux que les threads. Bon, on est d'accord, c'est quand même plus pratique que les threads. Il y a plein de petites options sympathiques. C'est super pratique. Mais les coroutines, elles sortent pas de nulle part. Elles sont pas arrivées comme ça par magie. Hop, tac.
on a créé ça de zéro. Un jour, il y a un dev, il s'est levé et puis il a fait des coroutines. Non. Les coroutines, c'est en fait un warper sur les threads. En fait, derrière, vous créez des threads. Les coroutines n'existent pas. C'est simplement tout un tas de classes et de méthodes qui permettent de gérer les threads de manière différente et surtout de manière automatique. Quand on a vu qu'on pouvait lancer 100 000 coroutines en même temps, en parallèle, derrière, c'est la JVM qui va traiter tout ça, mais la JVM, elle sait pas faire des... Elle sait pas manipuler des coroutines. Les coroutines n'existent pas. Elle va manipuler des threads. Donc en fait, simplement, c'est une manière pour nous d'écrire du code, d'écrire des threads, d'utiliser des threads de manière différente, avec une autre écriture, qui pour nous est plus simple. Donc du coup, là, on s'occupe de rien. On balance nos coroutines, et puis lui, il gère ses threads. Hein, y a pas de souci. Mais si on veut, on peut quand même gérer nos threads à la main. On peut dire, tiens, je vais lancer ce travail en parallèle, dans une autre routine, mais je veux que cette routine soit assignée à tel thread. Alors on a plusieurs, alors pour ça on met une parenthèse, et ici on met le contexte. Donc le contexte en fait ça va être les threads dans lesquels on veut que nos routines tournent. On en a plusieurs. On a unconfined. Alors unconfined c'est en fait le thread principal. Donc on sera dans le thread principal et voilà. Donc cette routine là sera lancée dans le thread principal. Celle-ci, on ne sait pas où elle sera lancée. C'est c'est la JVM qui se démerde. En gros. Allons-y. Ah. Et là vous me dites ouais mais tu nous racontes des carabistouilles. Oui, j'aime le mot carabistouille. Parce que on a toujours début et fin, mais on voit bien que ça s'est lancé en parallèle. Et pourtant, on aurait tendance à se dire, comme on est dans la routine principale, on est dans le thread principal. Pas du tout. Ici, notre fonction principale, elle est la fonction main. On en a créé une coroutine. Ce qui ne veut pas dire, donc pour nous, visuellement dans notre programme, dans l'écriture du programme, c'est la routine principale, puisque c'est depuis là qu'on va lancer toutes les autres. Mais ça ne veut pas dire, c'est pas parce que pour nous, c'est la principale quand on l'écrit, qu'elle va être lancée dans le thread principal. C'est la JVM qui se démerde. Donc là, c'est une coroutine comme une autre. Simplement, depuis cette coroutine, on va en lancer d'autres. Donc quand je mets unconfined, je vais aller lancer cette routine-là dans le thread principal. Mais donc du coup, le thread principal, en fait, il est parallèle au thread où tourne notre routine principale. Voilà. Faut bien voir que dès l'instant où on crée une routine, que ce soit avec un launch, un async, ou même ici en déclarant notre fonction main run blocking, eh bien la JVM va la balancer dans un thread et pas forcément le thread principal. Ça se trouve, le thread principal, elle l'utilise déjà pour autre chose et donc elle dit je vais le balancer sur un autre thread. Et là visiblement, eh bien on n'est pas dans le thread principal. Et donc unconfined va nous lancer ça dans le thread principal. Ce qui fait que, logiquement, oui, là on verra pas la différence, mais bon. Voilà, si on fait ça, eh bien ces deux-là vont être lancés dans le même thread. Alors, il y a trois autres threads. Il y a le common pool. Alors le common pool, c'est le common pool de Java.
Donc moi je ne suis pas assez calé en Java pour vous expliquer exactement les tenants, les aboutissants du common pool, mais voilà, c'est a priori le système de thread de Java. On peut aussi alors faire new single context, et ici on va lui passer un nom, mon contexte. Voilà. Donc on pourra créer un nouveau contexte. Donc créer un nouveau thread en fait. New single thread context. Donc on va créer un nouveau thread pour balancer notre routine dedans. Donc on pourra créer comme ça autant qu'on en veut. Et surtout, là où je voulais en venir, le coroutine context. Alors, je crois que ça commence par... Voilà. Ça commence par une minuscule. Coroutine context. Alors ça, c'est le quatrième et c'est celui qui va nous intéresser, entre guillemets. Donc là, on traitait en parallèle jusqu'à présent. On traitait notre... comment nos deux routines étaient lancées en parallèle de la routine principale. Alors c'est... Voilà. Alors là, on a début, fin. Et après, on se retrouve avec Hello World. Et j'ai pas de délai, j'ai rien. Donc en fait, coroutine context fait référence, va lancer ces routines-là dans le même contexte que la routine parent. Ici, on a déclaré une routine principale avec run blocking. Et maintenant, je lance des routines depuis cette routine principale. Donc, c'est des routines enfants. Et ces routines enfants vont tourner dans le même contexte que le parent. Alors donc, en fait, ça aura pour effet de faire tourner ces routines quand même en parallèle, mais elles seront attachées au contexte parent. Et donc, du coup, le parent sera... Enfin, oui, on pourrait même presque dire que le parent sera plus attaché aux enfants. Puisque, donc en fait, le parent, alors, il va lancer, on va avoir début et fin, logiquement, puisque ça va être lancé en parallèle. Donc ici, le programme, il affiche début, il lance ça, et il continue. Et il affiche fin. Mais il ne s'arrête pas. Il attend que tous les enfants aient fini leur tâche. Donc ça nous permet, déjà le bénéfice du truc, c'est que on va tout simplement ici, on ne sera pas obligé de créer une nouvelle variable dans laquelle on va stocker le launch et après d'appeler un join. Par contre, ça ne marche pas tout à fait comme le join, puisque le join va bloquer le programme à un endroit particulier. Que ici, le programme va quand même continuer. On voit que le programme s'arrête, il continue son chemin. Alors s'il était plus long, il continuerait et ça arriverait en plein milieu. Là, il n'est pas assez long, donc il continue. Il va jusqu'à la fin, et il arrive à la fin, mais il ne s'arrête pas. Il ne va pas s'arrêter tant que tous les enfants ne seront pas arrêtés. On aurait eu un join ici avant le printline fin. Enfin, on aurait eu deux joins. Printline fin arrivé après Hello World. Que là, on lance les deux là, et seulement après, puisque on a un délai de 1 seconde, après arrive le résultat de ces deux routines là. Mais on voit que le programme les attend. Il ne veut pas s'arrêter tant que les routines enfants n'ont pas fini leur job. Donc voilà, j'irai pas plus loin dans ces histoires de contexte.
Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Puis c'est pas forcément la chose qui nous intéressera le plus de manipuler des contextes. Donc pour ceux éventuellement qui voudraient approfondir la chose, il y a d'autres exemples avec le contexte et d'autres explications sur le GitHub de la librairie Coroutine. Donc eh bien voilà, je pense que ça suffira pour cette fois-là. Donc on aura encore un chapitre sur les channels et les mutex. Donc les channels, ben pareil, hein, pour ceux qui font du Go. Alors async await en Go, on n'a pas ça. Comme je vous dis, on l'a en C# par exemple. Pour ce qui concerne les channels, par contre, ceux qui viennent de Go, ben, seront pas dépaysés puisque les channels fonctionnent quasiment comme en Go, avec quelques petites subtilités, mais on se retrouve avec voilà, quasiment le même fonctionnement que les channels en Go. Bon, et bien moi, je vous laisse là-dessus, et je vous donne rendez-vous pour la suite de ces coroutines dans une prochaine vidéo. Salut!